Merci. La petite causerie que je vais donner ce soir, l'antimédecine. Ce titre, pour montrer ma position vis-à-vis des questions de santé. Je vais vous faire un petit exposé qui ne sera pas très long. Et puis après, je vais vous inviter à me poser des questions. Et pour toutes les personnes qui veulent me poser une question, il faudrait qu'elles lèvent la main et d'attendre que je les autorise à me répondre. Alors, pourquoi l'antimédecine? Parce que nous sommes en dehors de la médecine. La plupart des gens, certainement toutes les personnes qui sont présentes actuellement, elles ont sûrement une fois dans leur vie, au moins, sinon davantage, été rendre visite à un médecin. Alors, on sait ce qu'on attend d'un médecin. Vous avez mal à la tête, vous ne dormez pas, vous avez ceci, cela, il vous donne un médicament. Et vous rentrez, vous prenez le médicament, puis ça recommence un mois après, et ainsi de suite. Vous savez que depuis un siècle ou deux déjà en Europe, il y a une tradition de méthodes naturelles et de soins naturels. On a considéré que le traitement médical était un peu trop violent. Tous nos prédécesseurs, nos pionniers, il y en a eu pas mal, en Europe, en Amérique, ont cherché de soigner les maux et les affections et les maladies par des méthodes qu'ils ont jugées plus douces, plus naturelles. Alors, lorsqu'on regarde le traitement médical, lorsqu'on regarde tous ces médicaments concentrés, des produits chimiques, eh bien, l'intuition de la plupart des gens les amène à comprendre que c'est vraiment pas naturel, hein, pas naturel du tout. Alors, tous nos pionniers, depuis un siècle ou deux, comme je viens de le dire, ils ont cherché à se rapprocher de la nature par divers moyens. Alors, ça a commencé, il y a eu deux tendances. La première tendance, qui a commencé en Europe, c'est la tendance de la naturopathie, qu'on appelle actuellement les médecines naturelles ou la médecine douce. Cette tendance naturopathique, elle n'aime pas trop les produits chimiques, il recommande les aliments qui ne sont pas chimiqués, qui sont biologiques, qui sont cultivés sans engrais chimiques, qui ne sont pas mis dans des boîtes en conserve avec des conservants, des produits chimiques. Et puis, ils cherchent aussi à s'occuper un peu de malades, pas tellement, un petit peu. Ce sont des personnes qui ont commencé comme Just, comme Kneipp, comme Kuhn, comme Bilz, tous des Européens, le siècle passé. Ce sont des gens qui n'ont en général aucune formation médicale, qui n'ont même pas étudié la physiologie et la biologie, rien du tout, mais qui ont remarqué que par les méthodes naturelles, on pouvait guérir des malades que la médecine ne pouvait pas soigner. Mais les lois étant ce qu'elles sont, ils n'ont pas été encouragés à soigner beaucoup de malades, vu que certains ont été traînés en justice pour pratiquer illégalement la médecine. Alors, ils se sont tournés, pour la plus grande part, même actuellement, vers la prévention des maladies, plutôt que la guérison des maladies,
Les malades, les grands malades ne les intéressent pas parce qu'ils risquent de se brûler les doigts, d'avoir un procès. Et puis quand il faut s'occuper de santé, ils préfèrent donner des conseils aux gens plutôt bien portants que malades. Alors ils s'enfuient un petit peu, c'est un peu de lâcheté si vous voulez. Ça c'est la première tendance, celle des naturopathes. Je ne suis pas naturopathe, je vous le dis d'avance, hein, malgré que mon nom a été mis dans l'annonce comme naturopathe. La deuxième tendance, c'est celle des hygiénistes. Les hygiénistes, c'est la deuxième tendance qui a pris naissance en Amérique. Elle a commencé par une douzaine de docteurs en médecine. Le docteur Tilden, Jennings, Trall, Moras, tous des Américains. Ce sont des gens versés dans la médecine qui ont étudié la biologie, la physiologie et toutes les thérapeutiques. Vous voyez, la première tendance, c'était des profanes. Ou agriculteurs, ou prêtres, ou... vous voyez, c'était complètement des profanes, la tendance européenne. La tendance américaine, c'était des docteurs en médecine. Ces docteurs en médecine, chacun tout seul, indépendamment l'un de l'autre, ils ont réfléchi. Et pourquoi ils ont étudié la médecine? Mais la majorité de ces docteurs en médecine ont étudié la médecine pour soigner leur propre maladie. Ils étaient tous malades. Une douzaine, c'est pas beaucoup sur plusieurs milliers de médecins américains. Alors, ayant étudié la médecine, comme le docteur Trall par exemple, il souffrait de tuberculose. S'il a fait sa médecine, c'est pour se soigner lui-même, avant tout. Exactement comme le docteur Carton en France. Dès qu'il a terminé ses études médicales, qui durent 7-8 ans, c'est un homme qui réfléchit. C'est pas un homme qui, on lui dit faites ça, il fait ça, et puis c'est tout. Ben non. C'est sa vie qui est en danger, c'est pas ses clients. On peut s'en foutre d'un client qui est malade, encaisser une consultation, au revoir et merci. Ben non, c'était sa propre vie, sa propre santé. Ayant terminé ses études médicales, 7 à 8 ans, il a écrit « Je n'ai rien trouvé dans la médecine qui puisse m'aider. Il y a que des sottises. » Il a réfléchi tout seul. Un autre, le docteur Moras, c'était la même chose, il était malade. Un troisième, Jennings. Jennings, comment il a découvert l'hygiénisme? Jennings était un vulgaire médecin comme tous les médecins. Un de ces 4 matins, on l'appelle pour aller rendre visite à un malade à 100 km, en 1822. Ça fait 150 ans. À ce moment-là, il n'y avait pas de chemin de fer, il n'y avait rien du tout. Il devait prendre son cheval et partir voir le malade. Arrivé au chevet du malade, il le trouve mourant. Il ouvre sa trousse de médicaments. Il avait tout oublié. Et la trousse et les médicaments et tout. Il a dit, eh bien, il va mourir. Il va mourir. Tout ce que je peux faire, c'est passer la nuit à son chevet et rentrer le lendemain chez moi. Mais c'est un type qui avait quand même quelque chose dans la tête. Pas comme les 160 000 médecins qui se trouvent en France. Eh bien, il est resté à son chevet. Le type était mourant, il ne lui a pas donné à manger, puisque un type mourant n'a pas faim. Le matin, avant de rentrer, il le trouve regaillardi, en meilleur état que lorsqu'il était venu le trouver. Mais ça l'a fait réfléchir. Il a dit, mais je lui ai donné mes médicaments, puisque je les ai tout oubliés, il n'a rien mangé, il se sent mieux. Il a réfléchi sur cette question-là. Il a réfléchi. Il a dit, c'est peut-être les médicaments qui les empoisonnent. Entre parenthèses, les naturopathes n'ont pas le courage de dire que les médicaments, c'est des poisons. Pas du tout. Ils le gardent pour eux. S'ils ont leur enseignement, ils ne le disent pas. Alors, il a dit, bon, on va recommencer l'expérience avec un autre. Mais comme la plupart des gens
réclame un médicament, réclame un remède. Vous appelez un médecin qui ne vous donne pas de médicament, vous allez le changer tout de suite. Vous prenez un autre médecin. Et le premier médecin, il perd ses clients comme ça. Il a eu un truc, il a dit, je vais faire des petites pilules colorées. Il n'y aura rien là-dedans, un peu de farine, un peu de sucre, comme les pilules homéopathiques, quoi. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Et puis, je vais leur dire, voilà le médicament que vous allez prendre. 2 pilules le matin, 2 midi et le soir après manger. Et je vais les laisser sans manger, quelques jours, et puis on va voir les résultats. Mais il l'a fait, ça marchait très bien. Il arrivait à guérir des maladies qui ne guérissaient jamais auparavant. Jamais. Et c'est comme ça qu'il a découvert le jeûne. Et c'est comme ça qu'il faisait jeûner les gens chez eux. Il allait se déplacer pour aller voir les jeûneurs l'un, l'autre, le troisième. Donc pour vous dire, il y avait une douzaine de pionniers américains qui ont tous cherché, réfléchi et finalement renié la médecine. Ils ont dit la médecine, il n'y a rien là-dedans qui soit valable, absolument rien. Même pas dans les cas graves, même pas dans les cas d'infractus, même pas dans les cas de tuberculose, même dans les maladies les plus graves. Elle ne peut pas aider les gens. Et c'est comme ça que l'hygiénisme s'est développé. Alors, le principal artisan de l'hygiénisme, c'était le docteur Tilden, John Tilden, qui était médecin, professeur de médecine en faculté de médecine à New York. Donc c'est lui qui a enseigné aux médecins pendant une douzaine d'années. Il a pratiqué la médecine 25 ans. Il a pratiqué les méthodes naturelles 40 ans. Alors, à ses détracteurs, il leur dit, je fais 25 ans de médecine et 40 ans de méthode naturelle, je sais ce que je dis. Qu'est-ce que vous avez fait? Il leur clouait le bec tous. Personne ne pouvait parler. Alors, et quand il a remis la médecine et qu'il s'est installé comme hygiéniste, son nom, qui était dans le bottin des personnalités en Amérique, il existe toujours ce bottin. Il s'appelle le Who's Who, c'est-à-dire qui est qui. Il a été radié son nom. Et s'il était vivant dans ce siècle, on l'aurait radié de la pratique médicale et traîné comme le docteur Lagarde qui est en prison actuellement. C'est un scandale. Vraiment, c'est en prison en France, pas en Suisse. Alors, ce docteur Tilden, qui était vraiment une sommité médicale en Amérique, il a découvert une chose très importante qui différencie l'hygiénisme des naturopathes. Cette chose très importante, c'est que la naturopathie, elle a gardé la même philosophie que la médecine, qui est de combattre les symptômes. Comme par exemple les casareilles. Vous avez un mal de tête, qu'est-ce qu'il vous dira? Il vous donnera d'excellents conseils, puis après il vous donnera une tisane pour les maux de tête. Une tisane pour les reins, une tisane pour le foie. Mais on combat les symptômes comme ça. Alors non, le docteur Tilden a dit, il ne faut pas combattre les symptômes, il faut combattre la cause. Si on boit du café et qu'on a des maux de tête, c'est peut-être ça la cause. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut supprimer la cause, et l'effet s'en ira, peu à peu. Bon, lorsqu'on supprime la cause, on n'a pas besoin de remèdes, ni médicaments, ni tisane non plus. Voilà, c'est ça qui nous différencie avec les naturopathes. Les naturopathes veulent combattre les maladies par des méthodes naturelles. Combattre le mal de tête, combattre le mal de foie, combattre tout ce que vous voulez. Nous disons, il ne faut pas combattre la maladie, et puis c'est tout. Vous étudiez dans une consultation, il faut questionner la personne, il faut la questionner longtemps. On ne peut pas donner des conseils à quelqu'un si on ne sait pas ce qu'il fait, comment il vit. Vous la questionnez pendant une heure, une demi-heure, vous cherchez la cause. Si elle supprime la cause, l'effet s'en va. Il n'y a pas de place pour un remède. Le remède, ça ne sert à rien. Alors, c'est une idée philosophique très difficile à comprendre par la plupart des gens. Parce que la plupart des gens, vous leur dites l'aspirine c'est mauvais, ils le comprennent. Une tisane c'est moins nocif, ils le comprennent très bien.
Mais si vous leur dites ni aspirine ni tisane, alors là, ils sont perdus. Ils sont perdus. Peut-être parce que dans leur subconscient, ils ne veulent pas arrêter le café, ils ne veulent pas arrêter les pommes de terre frites, ils ne veulent pas arrêter le chocolat. Alors, ils vous disent, je préfère prendre un remède naturel et continuer en cachette. Ces petites choses-là. Mais nous ne faisons pas de concessions. J'en fais un petit peu quand même. Ceux qui mangent du chocolat, qui adorent le chocolat, ben, il y a la théobromine là-dedans, c'est un poison. Le même poison qu'on retrouve dans le café. Moi je leur dis, j'en fais un petit peu quand même des concessions, mais pas trop. Hein. Je leur dis, bon, si vous aimez le chocolat, vous pouvez pas vous en passer. Eh bien, provisoirement, il y a du chocolat blanc. Où il n'y a pas de caféine du tout, il n'y a pas de théobromine du tout. Il y a à peine, même pas 2-3% d'odeur du chocolat, et puis c'est pas tellement nocif. Hein. Provisoirement. Vous voyez, j'en fais un petit peu. Le café, c'est du poison. Je fais des concessions. Ben, prenez du décaféiné, en attendant de le supprimer. Hein. Même le thé. Dans les magasins de régime, on vend du thé déthéiné. Vous avez l'impression de boire une boisson chaude, ben, ça vous fait plaisir. Au bout de 6 mois, vous arrêtez. Bon, je vais vous inviter à me poser des questions, comme ça devient un peu plus vivant. Et puis, je répondrai à toutes vos préoccupations. Oui, madame? Docteur Lagarde, que vous venez de citer, c'est Philippe Lagarde qui a écrit ce que l'on vous passe le cancer. Oui, madame me pose la question au sujet du docteur Lagarde. Oui, je parle du docteur Lagarde, Philippe Lagarde, qui a écrit 3 ouvrages sur le cancer et qui est en prison en France depuis 20 jours. Alors, pardon. Pour quel motif il est en prison? Parce qu'il donne des traitements qui ne sont pas acceptés par le corps médical français. Des traitements qui sont acceptés en Suisse. Alors, les tribunaux en France, les juges en France, c'est un problème scientifique, ça, qui doit être débattu entre médecins. Que vient faire la justice dans tout cela? Ce n'est pas un problème qui doit être tranché dans un tribunal. Alors, c'est une petite magouille et rien d'autre. En France, il y a des médicaments qui sont autorisés. Autorisés, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un visa. D'autres qui sont défendus, mais qui sont permis en Suisse et en Belgique. C'est une question d'argent, une question de magouille et rien d'autre. Alors, les médecins, entre eux, ils se bouffent le nez, comme on dit. Et puis, quand il y a un médecin qui sort du troupeau, qui veut appliquer un traitement moins nocif que les autres, ben, toute la grosse cohorte de médecins lui tombe dessus. On le met en prison comme un vulgaire assassin. Mais vous pouvez être sûr que les cancéreux, il y en a moins qui meurent avec le docteur Lagarde qu'avec les traitements naturels. Quel est le traitement actuel du cancer? Puisque ce docteur Lagarde et son associé, qui est le docteur Cosset, je crois, il s'occupait de cancéreux de Nice. Le traitement médical du cancer, il a été défini et limité par l'ordre des médecins en France. C'est la chimiothérapie à outrance, à répétition, qui dure 15-20 jours, puis on recommence après quelque temps. Ce sont les rayons et l'opération. Alors, ces 3 traitements, la majorité qui les suivent finissent par crever, parce que les médicaments, ce sont des poisons, et lorsqu'on donne des quantités de médicaments pareilles à n'importe quelle personne, même en parfaite santé, on finit par l'anéantir complètement. Hein. Les rayons, ça brûle les tissus, ça brûle complètement. Au bout de quelques semaines, il y a une brûlure sur la peau. Il y a des exceptions qui ne sont pas brûlées, je vais vous en parler. Et l'opération, on tue le cancer comme si c'était une maladie locale. Mais s'il y a un cancer, une grosseur quelque part, ça vient de tout l'organisme. On ne peut quand même pas opérer tout, ni tuer toute la personne. Hein. J'ai eu des dames qui sont venues me contredire. Elles m'ont dit qu'elles ont suivi les rayons et elles n'ont pas été brûlées.
Mais ça m'a beaucoup intrigué. Comment, des rayons de cobalt sans être brûlés? C'est pas possible. Mais c'est la dame elle-même qui m'a donné la solution. Elle m'a dit, c'est peut-être une bombe qu'on n'a pas changée, qui est trop vieille. Ben, enchanté. Il faut l'économie d'une bombe, et puis ils font semblant de donner des rayons à des gens, et puis ben, comme ça va. Si on pratique la médecine comme ça, je suis d'accord. Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment lamentable qu'un médecin comme le docteur Lagarde soit en prison depuis 20 jours. Mais comment voulez-vous que la médecine progresse si on donne au cancer un traitement standard, stéréotypé, que tous les médecins doivent suivre et qu'on ne puisse pas faire autre chose? Où sont les progrès de la médecine? Il n'y aura jamais de progrès. Personne ne pourra dire une voix dissonante, ni un traitement différent. Et encore que ce traitement, ça tue la majorité des malades. La majorité. Ceux qui ne meurent pas, ce sont ceux qui n'ont pas de cancer, et puis c'est tout. Oui. Quels sont les traitements du docteur Lagarde? Les traitements du docteur Lagarde. Il donne d'autres genres de médicaments qui sont certainement moins nocifs. Je ne pourrais pas vous dire en détail, je n'ai pas étudié ces livres. Il donne des traitements médicaux, mais moins nocifs. C'est tout ce que je peux vous dire. Une dame m'a rapporté il y a à peine quelques jours qu'il a écrit dans son livre que si on commence les rayons, il faut les terminer. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Si à mi-chemin, on est convaincu que c'est vraiment nocif, il faut s'arrêter, et puis c'est tout. Pourquoi les terminer? Parce que les rayons, ça tue. C'est censé tuer les cellules cancéreuses, mais ça tue aussi les cellules qui sont saines tout autour. Et puis vraiment, c'est la personne elle-même qui crève. Oui. Je vais vous apporter un témoignage à ce sujet. Je suis un échappé de l'hôpital cantonal parce que... Vous voulez hausser la voix, s'il vous plaît? Je suis un échappé de l'hôpital cantonal de Genève. Un rescapé. Un échappé. J'ai échappé au traitement. Oui, un bon. Précisément parce qu'on voulait m'appliquer des rayons sur ma cuisse. J'avais une très grosse tumeur que par négligence j'avais laissé se développer. Elle était effectivement cancéreuse. À qui j'ai l'honneur de parler? Jean-Alexandre Miltener. C'est vous qui m'avez téléphoné une fois? Je vous ai téléphoné une fois. D'accord, oui. J'avais l'intention de venir vous voir, Oui. mais je n'étais pas dans mon état. Oui. Je me suis échappé de l'hôpital parce que j'ai compris qu'il y avait conflit entre les chirurgiens qui m'ont opéré, qui étaient convaincus que ce n'était pas cancéreux, et Vous m'excusez une minute? Vous m'excusez? Je vous prie de venir pour parler devant le micro, parce que votre histoire est longue, et puis je ne pourrai pas la répéter tout seul. Hein? je veux résumer, mais Oui, mais vous venez quand même, parce qu'il y a le micro. C'est bien? voilà. Oui. Merci. Alors vous parlez devant le micro, Donc, comme je ça. me suis échappé de l'hôpital cantonal de Genève parce que j'ai constaté qu'il y avait discussion entre les médecins, entre les chirurgiens qui n'avaient fait qu'enlever une tumeur qui était bien enveloppée, bien encoconnée. Alors, y compris le professeur, ils étaient très contents parce qu'elle était bien encoconnée. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, tout est là-dedans. Alors que au rayon, on m'a dit, oh, mais ce n'est pas le cas, il y a toujours des fuites, ce que j'ai pu vérifier ensuite dans des ouvrages, parce que là, je me suis dit, ben, il faut que je me documente. Ils ont opéré. Alors, ils ont opéré. Bon, elle était immense, il n'y avait pas moyen de faire autrement, elle faisait 1,5 kg. Oui. Bon, fallait l'enlever, mais ce qu'ils ont mal fait à l'opération, c'est qu'ils en ont laissé des morceaux, parce qu'ils Ouais. sont partis de l'idée que... Des morceaux de quoi? Ils avaient tout, des morceaux de tumeurs, des Oui. morceaux cancéreux, parce que à la résonance magnétique, il reste des points lumineux. Oui. Bon, il y a 5 points lumineux, donc il n'y a pas de doute, il y a des morceaux dedans. Plus toutes les cellules qu'ils auront éparpillées, parce que ce que j'ai appris entre-temps, c'est que si on envoie une aiguille dans une tumeur et qu'on ressort l'aiguille, c'est des dizaines de milliers de cellules qui sont éparpillées partout. Un bistouri passe, c'est des dizaines ou des centaines de milliers. Dans un demi-centimètre, il y aurait 400 millions de cellules. Donc, une lame entraîne partout. Bon, donc, ça veut dire que sur une cicatrice d'environ 40 cm, j'ai des millions de cellules qui se baladent.
Alors, au rayon, on m'a expliqué qu'on allait me cuire jusqu'à la moitié de l'os, y compris la moelle, donc. Alors j'ai calculé que j'allais perdre la moitié de ma moelle, et puis par conséquent la moitié de sa fonction. La moelle épinière. La moelle de Ah. l'os du fémur. Bon, Oui. alors, quand j'ai compris tout ça, j'ai pris peur, j'ai lu des tas de choses, je vous ai téléphoné, j'ai un peu regardé à gauche, à droite, et puis j'ai adopté ce qui est peut-être la thérapeutique, et c'est pour ça que je suis intervenu du docteur Lagarde. Si c'est pas ça, ça doit être quelque chose d'approchant. C'est qu'en Allemagne, il y a une thérapie qui est l'enzymothérapie, donc la thérapie aux enzymes que l'on retrouve dans les champignons, dans les papayes, un fruit qui vient très à la mode, même dans la pomme. Même dans la pomme. Mais champignons et papayes sont très importants, et surtout les papayes. Bon, alors j'ai appliqué ce traitement, et puis j'ai lu quelques-uns de vos ouvrages, ainsi que ceux du docteur Shelton, et j'ai jeûné très sérieusement, pas à 100% parce que j'ai fait une cure de 4 mois qui était de raisin. Donc j'ai vécu de raisin pendant 4 mois, j'ai pas eu le courage de me mettre à l'eau pure, mais j'ai fait ça, et puis 2 mois après, j'ai attaqué avec l'enzymothérapie, qui est une médecine non reconnue, interdite en France et non reconnue en Suisse. On en parle à l'hôpital cantonal, au service d'hématologie, ils ne connaissent pas, jamais entendu. Alors ils m'ont dit, oh, c'est des trucs de la docteure Kousmine, sûrement la même chose. On a essayé les vitamines C, on a pris 100 malades, ça ne change rien du tout. Bon, ce qu'ils ne disent pas, c'est que si on essaye, le régime c'est toujours la viande, les graisses cuites et ces choses-là. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que la vitamine C fait peut-être quelque chose, mais pas toute seule. Alors moi, je prends de la vitamine C, je prends d'autres vitamines, enfin j'essaye le tout. Je suis ici sur mes 2 jambes, s'il faut lever 50 kilos, je les lève. Si j'étais resté à l'hôpital, je n'aurais plus ma jambe gauche parce qu'au rayon, on calculait de me laisser. Parce que je leur ai dit, moi, alors il faut prendre assez haut pour prendre des ganglions. On m'a dit, oh, pas trop haut parce qu'il faut laisser la peau à cause de l'amputation. C'est là que j'ai pris peur et que j'ai échappé. C'est ce que je vous disais. Je suis sur mes 2 jambes, s'il arrive quelque chose plus tard, pour le moment ça va. Et puis je pense que je m'en sortirai, mais enfin j'aurai sûrement d'autres contacts avec vous. Eh bien, je vous félicite. Moi, je vous remercie. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que si un médecin appliquait cette méthode, il se retrouverait en prison en France, pays de liberté. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc en Allemagne, j'ajoute juste, en Allemagne, il y a des cliniques entières qui appliquent cette enzymothérapie. Mais en Allemagne, la naturopathie est libre. On peut s'installer naturopathe en Allemagne sans problème. En Suisse, dans 2-3 cantons, hein, c'est libre complètement. Hein. Oui, madame? Simplement pour compléter la question de madame tout à l'heure, avec quoi le docteur Lagarde traitait, parce que je viens d'avoir justement le livre du docteur Lagarde en main, et il traitait avec les psychiatrons synthétiques du docteur Solonides et l'amygdaline surtout. Mais il a ajouté à cela également des vitamines C, et selon les malades, il recommandait aussi de faire très souvent le hémotest du docteur Aiton. Vous savez, on prend une goutte de sang, c'est quelque chose d'extrêmement simple, on l'étale sur une petite lame, on fait sécher, et selon l'état du sang, s'il reste colloïdal, c'est-à-dire homogène, il est bon, ou alors il y a différents degrés. Quand le sang commence à se désagréger, il y a donc état précancéreux ou cancer avancé. Même 4 états différents. Et en faisant donc ce test-là, et aussi le test de bioélectronique de l'instant. Et vous pouvez lire tout cela dans son livre, Ce que l'on nous cache sur le cancer. Il a été publié en Suisse. Oui, je n'ai pas lu malheureusement les ouvrages du docteur Lagarde, mais je le dis pour l'enregistrement. Madame vient de donner quelques précisions sur le traitement qui se rapproche beaucoup de celui du docteur Solomides, avec les tests de Vincent, etc. Monsieur? Je voudrais bien que vous expliquiez la différence qu'il y a entre une maladie et une biologie.
avoir l'esprit un peu vert sur ce fait. Mais vous avez tiré le mot biogonie de mes livres. De votre livre. Oui, mais il faut d'abord le préciser parce que l'auditoire ne connaît pas ce mot-là. Le mot biogonie, bon, je vais répéter la question de monsieur. Monsieur me demande quelle différence y a-t-il entre la biogonie et la maladie. J'ai parlé du mot biogonie dans mon livre confié Votre santé à la nature, qui se trouve en vente actuellement sur le stand derrière. C'est un mot qui a été forgé par le docteur Shelton pour remplacer le mot maladie. Parce que les hygiénistes dont je suis considèrent la maladie comme une action de désintoxication de l'organisme, comme une élimination. Donc le mot maladie, Shelton ne veut plus l'entendre parler, il veut le changer par le mot biogonie alors, pour le remplacer. Pourquoi il a utilisé ce mot-là? Parce que le mot bio, ça vient du mot biologique. Donc c'est un travail biologique de l'organisme qui est constructif. Alors que le mot maladie est un mot très mal dans l'esprit des gens. Alors par contre, Shelton voudrait qu'on consacre le mot maladie aux états irréversibles, c'est-à-dire la paralysie par exemple, la cécité, un type qui est aveugle, choses comme ça. Là, on ne peut pas dire que la paralysie soit un effort d'élimination. Les cellules nerveuses sont mortes et puis la personne ne peut plus marcher normalement. Alors, ce n'est pas un effort d'élimination. Donc, on ne peut pas comparer une paralysie à une fièvre. Une fièvre, c'est pour brûler les déchets, pour rétablir l'individu. Un furoncle, c'est pour purifier le sang. Mais une paralysie, hein. Vous voyez la différence entre biogonie et maladie. Oui, mademoiselle? Avez-vous déjà traité un cas de mononucléose? Mononucléose. Quels symptômes? C'est une fatigue constante, par exemple, d'un enfant qui a 8-9 ans, sur un laps de temps de 3 mois environ, et après qui redevient normal. Mais qui doit être séparé de frères et sœurs, qui doit dormir sans arrêt, tout le temps. Et la personne l'a décrit que ça lui est arrivé déjà à plusieurs reprises. Maintenant, cette personne a 32 ans et ça lui est arrivé trois fois depuis. Sur un laps de temps, c'est quelqu'un qui a une activité tout le temps, il est très actif, mais disons qu'il a dit qu'il peut à tout moment, du jour au lendemain, devenir très fatigué. Et c'est quelque chose que j'arrive. Moi, je voulais vous poser la question parce que je n'ai pas encore trouvé quelque chose. Mademoiselle me demande si j'ai jamais soigné un cas de mononucléose. Alors je lui ai posé la question, quels sont les symptômes? Vous m'avez cité uniquement la fatigue. Surtout très fatigué, il m'a dit, surtout quand il avait 8 ans, ça a duré 3 mois. Oui, mais ce n'est sûrement pas le seul symptôme. Il faut voir les autres symptômes pour se faire... Bon, étant donné que je ne connais pas cette maladie, Oui. je me suis demandé si vous pouviez me renseigner là-dessus, mais si c'est quelque chose qui n'est pas connu... Il faut que je sois renseigné moi-même sur tous les autres symptômes pour me faire une idée. Parce que la fatigue est un symptôme très courant dans beaucoup de maladies. Hein. Donc lui m'a dit que ça s'appelait mononucléose. Il a été traité pour ça. Alors je sais Oui. pas, je préfère... Oui. Non, il faut que je vois tous les symptômes et que je vois les analyses pour me faire une idée. Je ne peux pas donner une réponse en l'air comme ça. Oui. Un mot, vous savez, ça ne veut rien dire du tout. Hein. Et parfois, ils mettent des mots... non. Comme le mot sida. Ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Ils l'ont découvert quand? Depuis 4-5 ans, c'est tout. Mais les gens se droguent depuis 1000 ans. La cocaïne et le hashish existent depuis 1000 ans. C'est maintenant qu'on a découvert le sida. Ça existait depuis toujours. Les mots ne veulent rien dire du tout. Absolument rien du tout. Seulement, ils emprisonnent l'esprit. Avec un mot, on peut emprisonner l'esprit du public. Mais on ne peut pas avec un groupe de symptômes et des explications, on ne peut pas. Sinon, la médecine sera complètement démasquée. Je viens de soigner un couple de Canadiens qui sont venus chez moi pour soigner le sida. Le monsieur et la femme, les deux ont le sida.
Ils ne se sont jamais drogués. Et puis, elle est directrice d'école, il est technicien. Seulement, ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas un type qui se plonge dans un livre qui comprend quoi que ce soit. Je ne l'ai pas vu lire 2 pages chez moi, ils sont restés un mois chez moi. Elle est directrice d'école, mais avec la toute publicité tapageuse que la radio, la presse et la télé ont faite, après un mois, où tous les symptômes, ce sont les symptômes, les choses concrètes du sida. C'est pas un mot en l'air, qu'est-ce que sida c'est quoi? Il faut voir les symptômes. Alors les symptômes c'est quoi? Ils ont des ganglions. Ça on le trouve chez pas mal de malades. Hein. Les gens qui ont la fièvre, ils ont des ganglions. Quand la fièvre passe, après 2-3 mois, c'est fini, ça s'en va. Ils ont des diarrhées continuelles, 2e symptôme. Ils ont des maladies de peau, 3e symptôme. Et 2-3 autres symptômes comme ça. Ben, au bout d'un mois de soins chez moi, la diarrhée, il n'y en a plus, fini. La maladie de peau, disparue. Son visage était ravagé de psoriasis. C'est une maladie incurable dans la médecine. Au bout de 3-4 semaines, son visage était rose comme celui d'un bébé. Ça, c'est disparu. Et malgré tout cela, qu'est-ce qu'il me dit à la fin de son séjour? Je crois que je vais mourir du sida. Je n'ai aucun espoir dans rien. Et pour ne pas mourir du sida, je vais me suicider d'abord. Alors d'où vient tout ça? Si ce n'est pas de la publicité tapageuse, de la presse, des livres et de la télé contre l'esprit des gens. Je le dis ici, même si vous voulez mourir du sida, vous ne pourrez pas mourir. Parce que pour mourir du sida, il faut d'abord avoir des diarrhées, perdre 20-30 kilos, tomber à 35 kilos, il en pesait 60, et il pèse toujours 60. Je lui dis, quand vous perdez 30 kilos, alors là, d'accord, vous pourrez vous suicider, mais pas avant. Je ne l'ai pas convaincu, ce n'est pas un intellectuel, il réfléchit à rien. La partie est trop forte contre moi. Quand tous les gens vous matraquent par un hypnotisme, vous savez, Goebbels en Allemagne, il disait, il suffit de mentir, de dire des mensonges trop grands, et de les répéter pour que tout le monde y croit. Il en restera toujours quelque chose. La médecine, c'est comme ça. À force de matraquer les gens à la télé et à la radio tous les jours, il en restera quelque chose dans l'esprit des gens. Qu'est-ce qui reste? Pas les choses réfléchies. Non. Il restera la peur, le côté émotif des gens. Ça, c'est difficile à changer. Vous ne pouvez pas, par l'esprit, contrôler les émotions des gens. C'est très difficile. Très difficile. Bon, j'ai fait cette sortie à propos de votre malade. Moi, je le considère comme guéri complètement. Alors, je lui ai dit textuellement, je crois que la seule chose qui va vous tranquilliser, c'est une nouvelle analyse du sang. Et je lui ai demandé d'en faire une dans 2 mois, pas avant. Parce que, ayant suivi une cure actuellement assez sévère, il risquait d'avoir des carences provisoires. Il fallait attendre quand même quelque temps avant de faire une analyse. Mais moi, je parlais avec lui tous les jours pendant au moins 1 heure. Sa femme aussi. Il ne parlait jamais, lui. Jamais. Je ne savais jamais ce qu'il avait dans la tête. Mais c'était sa femme qui me répétait le matin qu'est-ce qu'il disait toute la nuit. Un jour, il voulait se suicider, l'autre jour, il voulait mourir et tout cela. Un jour, il me dit, il est très découragé. Je lui dis, pourquoi découragé? La maladie de peau est partie, la diarrhée est partie, tout va très bien. Elle me dit, parce que s'il faut vivre comme ça, sans alcool, ni viande, ni tabac, autant se tuer. Il était découragé un peu par la rigueur, les règles. Je l'ai défendu de fumer. Il fumait 2 paquets par jour. Ça, je défends, le tabac. Ça, enfin, je ne le dis pas, mais on comprend. On le comprend. Je n'ai jamais défendu quelqu'un de fumer chez moi. Ça, jamais.
Mais ils le comprennent et ils me disent que c'est un peu difficile. Je leur ai dit, bon, si vous voulez fumer. Mais ils n'osent pas. Alors je leur facilite les choses. Je leur dis, bon, vous descendez fumer dans la petite cour dehors. Hein. Bon, comme il fait froid, il ne reste pas longtemps. Et au lieu de fumer un paquet, ils fument 1 ou 2 cigarettes. Puis après, ils ont honte. Ils arrêtent d'eux-mêmes. Vous voyez, je suis assez psychologue dans ce domaine-là. Par contre, au point de vue viande, quand j'ai analysé son mode de vie, eh ben, je suis certain qu'il n'y a pas une personne dans cette salle qui mangeait de la viande autant que lui. Il a mangé, il est canadien, hein, 4 fois par jour. Viande, j'entends par là, viande, poulet, poisson, charcuterie, tout ce qui est, hein, 4 fois, matin. Matin, c'est bacon and eggs, c'est-à-dire comme en Angleterre. Le bacon, c'est un genre de saucisse qu'il mange avec les œufs le matin. À midi, à 4 heures et le soir. Toujours changé, hein. Une fois la charcuterie, une fois de la mortadelle, une fois du poulet, une fois du poisson. 4 fois par jour. Alors je lui dis, écoutez, quand vous quitterez chez moi, il faut être strict quand même pendant un mois ou 2. Et puis quand vous serez tranquillisé, ben, vous pourrez, je lui ai permis de manger de la viande. Mais je lui ai dit, vous la mangerez le week-end seulement, ça suffit. Samedi, dimanche. Pas tous les jours, 4 fois quand même, n'exagérons pas. Et puis pour l'alcool, ben, il était désespéré. Comment vivre sans alcool? C'est pas possible. C'est pas possible. Apéritif, vin, bière. Je lui ai dit, écoutez, je vous permettrai la bière seulement les samedis, dimanches. Mais toute la semaine, c'est la diète totale. Je lui ai dit, même si vous suivez des conseils à 50%, le sida, c'est fini. N'y pensez plus. Ben, ça l'a tranquillisé un petit peu. Il faut bien lâcher du lest, sinon qu'est-ce qu'on va faire, hein? Oui, madame? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour des diabétiques? Madame me pose une question un peu difficile. Qu'est-ce que je peux faire pour les diabétiques? Est-ce que vous pouvez me donner un cas particulier? Parce qu'il y a différentes sortes de diabétiques. Une personne qui a une santé qui s'aggrave, qui se dégrade. Oui. Elle a des problèmes circulatoires, elle a des hémorragies dans les yeux, donc la vue baisse terriblement. Oui. Et est-ce qu'elle peut suivre un traitement chez vous, par exemple? Elle a dit qu'elle suivrait si jamais. Je vous pose, moi, la question. Oui, si on peut l'aider. Si vous pouvez La dame me pose la question si par notre méthode on peut guérir ou aider une personne qui souffre d'un diabète très avancé, puisque sa santé se dégrade terriblement, et puis elle a, qu'est-ce qu'elle a dans les yeux? Sa vue baisse, c'est cela? Sa vue baisse terriblement, et quoi d'autre? des troubles circulatoires. Des troubles circulatoires qui se traduisent par quoi? Elle a dû être amputée d'une jambe. Elle a dû être amputée d'une jambe, c'est de la phlébite, c'est de la gangrène? Oui. Et elle prend, est-ce qu'elle prend de l'insuline tous les jours? Oui. Depuis combien d'années? Depuis l'âge de 9 ans. Et quel âge elle a? Elle a 45 ans. Depuis l'âge de 9 ans, elle prend de l'insuline tous les jours, elle a 45 ans. C'est un cas très difficile. On peut l'aider. On peut l'aider. Mais il faut qu'elle soit convaincue à 100% avant. Parce que chez moi, ce n'est pas un hôpital. Je ne prends que des gens qui sont convaincus. Je ne peux pas les traîner derrière moi. Il faut qu'ils m'aident. Et s'ils ne sont pas convaincus que les médicaments, c'est du poison, ce n'est pas la peine de venir. Hein. Alors, l'insuline qu'elle prend depuis 30 ans, on ne peut pas l'arrêter. C'est pas possible. On peut lui changer son régime. Elle mange sûrement des aliments malsains. Je ne sais pas si elle fume, si elle boit de l'alcool, etc. Oui, elle mange sainement. On peut lui changer son régime pour qu'elle mange encore plus sainement. Et on peut lui faire une cure aussi. Est-ce que c'est elle qui fait les analyses tous les jours de son taux de sucre dans le sang? C'est pas elle qui fait les analyses tous les jours? Oui. Alors, ce sont des gens qui prennent de l'insuline pendant 30 ans, qui ont le pancréas complètement atrophié, qui ne produit plus rien.
pas d'insuline, donc elles ont besoin d'un apport extérieur d'insuline. Il y a souvent des troubles. Oui, évidemment. Tout ça, c'est provoqué par l'insuline. Parce que l'insuline qu'elle prend n'est pas d'origine humaine, il est d'origine animale. Il est légèrement différent. Et puis, les quantités d'insuline qu'on lui donne sont toujours excessives. C'est pour ça qu'elle a ces ennuis-là. Alors, le programme, il est très difficile. Je ne vous dis pas que j'accepterai une personne pareille. C'est douteux. Il faut qu'elle vienne me consulter d'abord. Le programme à suivre est en gros de changer le régime, diminuer les aliments qui se transforment en sucre, comme tous les farineux, le pain surtout, de lui donner des fruits qui contiennent, eux, du sucre, et d'analyser tous les jours le sang. Elle doit faire ses analyses, et de diminuer, en conséquence, la dose d'insuline qu'elle prend. Vous voyez qu'il y a pas mal de risques à prendre, hein, de tous les côtés. Mais elle peut améliorer sa santé, certainement, dans une certaine mesure. Je ne peux pas dire que ce soit dans une très grande mesure, non. Elle peut améliorer sa santé par la diminution de la dose d'insuline. Et on peut la diminuer si on mange moins de farineux, parce que les farineux se transforment en sucre dans le sang. Mais c'est pas meilleur. Oui, la vue peut s'améliorer. Elle n'est pas aveugle. Elle voit très peu ou pas du tout. Peu. Oui, elle peut améliorer sa vue. J'ai déjà soigné indirectement un monsieur qui avait perdu la vue, qui n'avait plus qu'un demi-dixième. Il ne pouvait plus marcher tout seul. Maintenant, il a 4 dixièmes. Et son histoire va paraître dans la petite revue que j'édite avec notre ami M. Charrière qui la dirige. Le prochain numéro, j'espère. Il souffrait d'une thrombose dans l'œil. C'est-à-dire qu'il y avait un caillot dans l'œil, le sang était trop lourd, et puis il était presque aveugle, quoi. Il ne pouvait pas se déplacer tout seul. Un demi-dixième, vous savez, c'est rien du tout, hein. C'est rien du tout. Et maintenant, il voit 4 dixièmes, comme pas mal de gens myopes, il peut marcher dans la rue tout seul. C'est un monsieur Denis qui a 60 ans. Monsieur François, il s'appelle, monsieur Eugène François. Il a suivi mes conseils, et puis il s'est soigné, et puis le voilà, il a retrouvé la vue. Il était presque aveugle. Par contre, il faut que je vous dise que j'ai eu une dame qui était aveugle à 100%, et qui a fait une cure chez moi. Et puis, comme j'ai posé la question, depuis combien de temps elle était aveugle, elle n'a pas pu me répondre avec précision. Une fois, elle me dit 6 mois, une fois, elle me dit 2 ans, elle n'était pas sûre, et puis finalement, c'était un échec complet. Et ça s'est avéré que sa cécité avait commencé 2 ans auparavant, c'était trop tard, hein, quand les... En défense de votre ami, hein, c'est que les cas mentaux sont insupportables. J'en ai eu chez moi, j'en ai eu plusieurs. Vraiment insupportables à tel point, non seulement qu'on n'a pas envie de s'en occuper, mais on a envie de leur donner tous les médicaments du monde pour qu'ils ferment la bouche et qu'ils nous fichent la paix. C'est pour ça qu'elle a arrêté, elle n'a plus supporté au travail. Elle avait comment ils parlent les médecins? Consultation, un cabinet, oui. Ouais, elle avait un cabinet. Oui, oui. Alors, en plus, ça parle, c'est déjà une ville de fou, c'est comme New York, vous voyez, alors il y a des cas vraiment. Oui. Alors la dame qui va venir me voir de Suisse, qui habite Moscou, elle est en rapport avec le docteur Nikolaïev à Moscou. Il a fondé une maison de jeunes pour les malades mentaux. Alors ça ne peut pas, comment dire,
On s'en fout des malades mentaux, hein. On a envie de s'en débarrasser. Bon, alors une maison de jeunes pour eux, c'est très bien. Voilà ce que le public devrait penser. Hein. Et il travaille depuis 25 ans, hein, ce docteur Nicolaïev. Il doit être très âgé, parce que j'ai lu un article de Shelton en 1970. Déjà, on parle de lui, à Moscou. Et il connaît Shelton et il connaît Mosseri. Il m'a envoyé en russe un tas de papiers que je ne lis pas. Je ne lis pas le russe. Ça marche alors. C'est pas que ça marche, c'est que les malades mentaux, en vérité, on a envie de s'en débarrasser. On a envie de les tuer, on a envie de... Moi, je n'ai pas de sympathie pour eux, je vous avoue. J'ai aucune sympathie et je n'aimerais pas m'en occuper. Qu'ils viennent chez moi à Genève, je n'aimerais pas du tout. On ne peut pas communiquer avec eux, ils sont complètement... Ils ne sont pas fous tout le temps, par moment. Par moment. Une vieille de 72 ans, 75 ans, qui se met à nu complètement, hein, et qui, tout ce qu'il trouve sous la main, elle le lance, elle le casse, chez moi. Chez moi. Un autre qui se met à pleurer, pleurer, pleurer sans arrêt, puis après il me dit qu'il a un revolver dans sa valise. Je vous en ai parlé, je crois. Non? Il se met à pleurer, pleurer, pleurer du matin au soir. Il a prétendu d'abord qu'il était diplomate. Il est venu habillé en bleu marin, avec une sacoche sous la main. Puis après, pendant sa crise, il s'est mis à pleurer. Et il m'a avoué qu'il avait un pistolet, un revolver dans sa valise. Je lui ai dit pourquoi. Je ne sais pas. Finalement, j'ai eu peur, j'ai pris le revolver, je l'ai caché dans le jardin. Et puis quand sa crise s'est terminée, il m'a dit, ma tante vit seule, je ne vais pas la laisser toute seule. Je veux rentrer. J'étais très, très content parce que moi, je n'ai pas le courage de renvoyer les gens, vous voyez. Comme je n'ai pas le courage de refuser les gens qui ont mauvais caractère. Alors, j'ai trouvé ça comme une aubaine. Je lui ai dit d'accord. Vous pouvez rentrer, je vous accompagne. Et quand il est rentré, il m'a envoyé une lettre 2 jours après, de reproche. Vous n'aurez pas dû accepter de me laisser partir. Et c'était un cas facile en vérité. Un cas facile. Parce que pleurer tout le temps, je passais des heures et des jours à côté de lui. C'était pas trop compliqué. C'est pas comme la femme qui s'est mise à nu, ni l'autre qui montait sur l'armoire, qui grimpait sur l'armoire. Et j'en ai vu toutes les couleurs. J'en ai vu une dame, elle pleurait. D'accord. C'est pas grave de pleurer tout le temps. Mais à haute voix, à très haute voix. Non, il faut avoir un personnel spécialisé. Voilà. Pas tout seul. Il faut un personnel Sinon, vous spécialisé, devenez fou, quoi. des infirmières musclées, qui aient 3 équipes, Ouais, hein, voilà. et qui doivent être par 2, parce qu'une ne suffit pas. Et il faut des chambres capitonnées, comme on en faisait avant dans les hôpitaux, qui se cognent la tête autant qu'ils veulent, et on les laisse 3-4 jours sans manger, avec de l'eau, et la crise passe, et puis c'est fini, ils sont guéris après. Ouais, voilà. Mais qui va faire tout ce travail-là? Qui? Ah oui, Ouais, oui. ouais, Ça c'est une crise d'élimination, hein. Le jeune. C'est une crise d'élimination. Dans un endroit. Ah Un ouais, endroit Qu'est-ce spécial. qu'il a à Moscou? Oui, bah, sûrement, oui, hein. oui, oui. Alors cette dame qui les a mises à pleurer à très haute voix, il y avait une autre personne dans la même chambre qu'elle. Elle n'a pas dit un mot, la pauvre l'autre. Elle a compris, elle était... Je vais voir Béraud, hein, à côté. Enfin. Rien, mais finalement, ma maison était pleine, il y avait 10-15 personnes. Et j'ai appelé sa fille, je lui ai dit, c'est pas possible. Alors la dame, elle me dit, excusez-moi, je n'arrive pas à me retenir. Enlevez-moi tous les couteaux, enlevez-moi tous les ciseaux. Elle avait peur de se suicider aussi chez moi. Alors depuis cette période-là, j'ai compris, je ne prends pas les gens que s'ils arrêtent les tranquillisants et les somnifères chez eux avant de venir chez moi, pas chez moi. Avant je ne faisais pas de... Je suivais Shelton les yeux fermés.
Je ne faisais ni préparation ni rien. Ils viennent, ils arrêtent les médicaments. Eh bien ça, c'est fini. Pour arrêter les médicaments, ils les arrêtent chez eux et progressivement. Ce genre de médicaments, ce n'est pas d'un seul coup. Peu à peu. Et après un mois d'arrêt de médicaments, je les prends. Fini. J'avais un prêtre. Oui, mais comme c'est très dur d'arrêter les médicaments, surtout chez eux, alors ils n'aiment pas. J'avais un prêtre, il voulait arrêter chez moi les médicaments. Je lui ai dit non. Non, pas chez moi. Il était déçu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Des médecins, j'en ai eu qui sont venus jeûner, j'ai eu beaucoup de dentistes. Et ils sont complètement obnubilés, obsédés par leurs études médicales, même quand ils sont convaincus. J'ai eu dernièrement 2 femmes médecins, il y a 2 ans, qui sont venues jeûner en été. L'une d'elles m'a écrit une préface à un livre, à 2 livres elle a écrit des préfaces, Dr Banuls. 45 ans, charmante, très agréable. Et elle me posait des questions qu'aucun de mes autres jeûneurs n'ont jamais posées. Des questions comme si elle venait de naître. Que vous comprenez, elle veut savoir tout depuis le début. La physiologie, tout. Elle me posait des questions. Pour vous, ça va de soi, mais pour elle, elle ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'on leur enseigne en faculté alors? Je me demande. Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Alors celle-là, son histoire est spéciale. Je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Elle est venue jeûner. Et ses parents avaient déjà jeûné auparavant chez le docteur Vivini. Il y a un médecin qui faisait jeûner en France. Et ils ont tous les deux le cancer, ses parents. Et maintenant, ils sont contre le jeûne. Alors, ils n'étaient pas d'accord qu'elle vienne jeûner. Malgré qu'elle ait 43 ans et qu'elle soit médecin. Ils n'étaient pas d'accord. Vous n'avez pas idée des ennuis qu'ils m'ont fait. Hein. Vous n'avez pas idée des ennuis qu'ils m'ont fait. J'ai dû fermer ma maison et rester 3 mois sans personne. Ils ont été portés plainte chacun de son côté, les parents. Le père a porté plainte auprès de la DAS. La DAS a dit, bon, on va faire une enquête. Et la mère a porté plainte auprès de la gendarmerie, qui lui ont répondu pour ma chance à moi. Mais c'est une affaire privée, madame, on ne peut rien faire du tout. Bref, je l'ai renvoyée. Elle, il y avait pas mal de monde. Il y avait 2 Allemands, je les ai renvoyés. Il y avait 2 autres, je les ai renvoyés. Elle a coupé avec ses parents. Et elle m'a dit, je ne veux plus les voir. Ça suffit comme ça. Et l'autre médecin qui est venu, j'étais obligé de la renvoyer, celle-là aussi, pour d'autres raisons. Elle est venue jeûner dans un but spirituel. Un but spirituel. Je veux bien. Mais pendant qu'elle était là, elle m'a entendu parler dans mes causeries. Et comme je lui avais posé la question, quel est l'état de votre santé? Ah, je vais très bien, je n'ai rien du tout. Mais tous les jours, je découvrais qu'elle avait des maladies graves. Très graves. Puis à la fin, elle s'est réveillée. Elle me dit, ah, le jeûne peut faire du bien pour les maladies? Oh! Elle s'est réveillée. Elle s'est réveillée, oui. Et puis finalement, elle a fait 2 semaines de jeûne environ. C'est celle, vous avez vu sa langue dans mon livre, la photo de sa langue. C'est elle qui m'a envoyé cette photo-là. Et finalement, elle n'était pas disciplinée. Elle faisait ce qu'elle avait en tête. Je lui ai dit, de telle heure à telle heure, vous pouvez sortir, là. Ben, je la trouvais à toutes les heures de la journée, là où elle voulait, je lui ai dit non. Elle m'a dit, bon, je regrette, je vais partir. Elle m'a laissé assez d'argent en plus de ce qu'elle me doit. Elle m'a dit, parce que je vais par téléphone continuer le jeûne chez moi et j'aurai besoin de vos conseils, c'est pour ça que je vous laisse un peu d'argent. Effectivement, elle a continué le jeûne chez elle et tout s'est très très bien passé.
Oui, oui, oui. Et j'avais un dentiste polonais. Ah, elle est partie, la polonaise. Monsieur Mosseri, moi je viens pour apprendre. Moi je suis votre élève. Moi je suis, je sais pas quoi. Voilà comment il a commencé. Ouais. Et j'avais un autre médecin en règle qui m'a écouté. Puis après il me dit, mais c'est pas comme ça qu'on nous enseigne en médecine. Je lui ai dit, je sais que c'est pas comme ça. En médecine, vous savez quelle est leur méthode d'enseignement? Les statistiques, et il y a autre chose aussi. Et les expériences, les fausses expériences. Je lui ai dit, nous c'est ni les statistiques, ni les expériences au laboratoire, les tests. Nous, c'est l'étude de la biologie et de la physiologie et de l'anatomie. C'est tout ce qui nous intéresse. Et d'observer la nature. Alors il me dit, mais moi j'ai un ami médecin qui prend tous les médicaments qu'il prescrit pour voir si vraiment ils sont nocifs ou pas. Et il sent rien. Mais j'avais envie de lui dire, mais si les médicaments ne font rien, pourquoi il est prescrit? Pourquoi il est prescrit? Ça sert à quoi? Il me parlait des médicaments pour les malades mentaux. Moi, j'avais une dame qui est venue se soigner pour une entérite. Elle a jeûné 20 jours. Puis après, son mari est venu pour la chercher. Il l'a vu en train de manger des fruits. Il lui a dit, maintenant tu manges des fruits, ça fait 20 ans que tu n'en manges pas. Et elle lui dit, c'est fini, maintenant je mange des fruits. Fini. 20 ans, elle n'a pas touché aux fruits. Un sacré état. Alors la demoiselle qui devait venir jeûner, de Paris, je peux vous donner son adresse, hein, c'est intéressant, à la rue Alphand. Vous connaissez la rue Alphand? Je vous donnerai son adresse, il n'y a pas de mal. Elle a été recommandée par son professeur de yoga. Cette dame, professeur de yoga, est venue jeûner chez moi 40 jours, plusieurs fois. Je reçois une lettre d'elle ce matin. Je ne peux pas venir jeûner parce que j'ai eu une pneumonie très grave il y a 3 semaines, 40 de fièvre pendant 18 jours, et je me sens trop affaibli. Je dois me reposer un peu, aller à la montagne, faire quelques petites marches pour remonter la pente, et je suis un peu démoralisé par cette maladie-là. Oh là 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 là, moi, je lui ai écrit une lettre, la lettre de sa vie. Hein. Je lui ai dit, je suis très surpris du contenu de votre lettre. Vous avez eu une pneumonie et vous avez accepté le traitement médical. Elle n'a rien écrit. Ça signifie qu'elle a accepté le traitement médical, qu'elle a accepté les antibiotiques. Je lui ai dit, au lieu de vous adresser à moi, vous avez accepté le traitement médical, ce n'est pas écrit dans votre lettre, mais c'est sous-entendu. Vous avez pris les antibiotiques, vous ne l'avez pas dit, mais c'est sous-entendu à 100%. Au lieu de vous adresser à moi, je vous aurais pris tout de suite pour faire le jeûne. Au lieu de la pneumonie est restée 18 jours, en 6 jours elle serait partie, même 5 jours. Et je lui ai dit à la fin de la lettre, avec les antibiotiques, vous avez détruit votre flore intestinale, brisé vos immunités naturelles, cassé votre santé, et il vous faudra 5 mois pour vous remonter la pente. Parce qu'on a dû lui donner des doses massives pendant 18 jours. 5 mois, je lui ai dit. Puis après, je lui ai dit, j'ai l'impression que vous n'avez lu aucun de mes livres. Alors, c'est pas trop tard de vous y mettre. Et j'ai terminé par le bouquet. Je lui ai dit, le jeûne, c'est pas pour battre un exploit, battre un record. Le jeûne n'est pas par spiritualité. Le jeûne, c'est pas une fantaisie. Le jeûne, ça guérit toutes les maladies.
Mais ça, elle ne le sait pas. Mais sa professeure de yoga, moi je n'aime pas le yoga à cause de ça. Il conseille à tous leurs adeptes, j'en ai eu des sacrées quantités hein, qui sont venus jeûner 40 jours. Hein. Mais ils jeûnent dans un but de yoga et de spiritualité. Santé, connais pas. Ça, j'aime pas du tout. Hein. Finalement, j'arrive à les influencer, à leur parler chez moi. Mais j'ai l'impression que c'est là dans le même cas. Elle est très gentille, cette fille qui m'a écrit. Elle a 31 ans. Vous voulez me donner son adresse? Je vous la donne, oui. Je vous la donne. Comme ça, vous la contactez. Et puis, essayez de la cuisiner un peu. Quand je sens le vin, l'odeur que ça me fait, c'est l'odeur de ma poubelle quand elle est trop vieille. Alors, les fruits pourrissent et l'alcool, voilà. Mais je ne peux pas... Non, mais je vous ai dit un vin portugais parce qu'il y a beaucoup moins d'alcool. Oui. Je ne suis pas capable de distinguer un bon vin d'un autre parce que j'ai jamais bu dans ma vie. Jamais. Et pour moi, tous les vins, c'est pareil. Ça, une fois qu'on est hygiéniste, c'est difficile de faire. Mais moi, j'avais un client hygiéniste qui venait très souvent jeûner, hein, un professeur d'allemand, qui s'appelait Greffier, Henri Greffier, à Belfort, je crois. Ben, sa voiture, il l'a garée là, il y avait des bouteilles de vin dans sa voiture. Hein. Ça, il n'arrivait pas à s'en passer. Hein. Parce qu'on a une habitude, c'est dur de s'en passer, c'est très dur. Et pour s'en passer d'une habitude, il ne faut pas par un acte de volonté. Ça, c'est insurmontable. Il faut remplacer par autre chose. C'est plus qu'une habitude, c'est un vice. Oui, c'est un vice. Oui. Et lorsqu'on remplace par autre chose, cette autre chose, on peut le supprimer après quelque temps facilement, parce qu'on n'a pas encore pris l'habitude. Vous passez au tabac, je crois. J'ai pas envie. Oui, bah, parce que vous avez jeûné, puis c'est fini maintenant. Hein. Mais le tabac, il n'y a pas de remplaçant. Est-ce qu'il y a un remplaçant? Il y a du tabac qu'on vend en pharmacie. Ouais, mais c'est des plantes dégueulasses. Mais moi, j'en ai toujours envie. Hein. Si vous voulez, le but qu'on se fixe, c'est matériel. Vous dépensez 700 francs par mois, un paquet par jour, 6 francs le paquet, Des fois, Trois fois six. bordel, mettons 600 francs par mois, 600 francs par mois. Le paquet coûte combien? entre 17 et 20 francs. 2 fois 3, oui, ça fait 600 francs par mois. Oui. C'est énorme, ça. Énorme. C'est énorme. Mais moi, je ne dépense pas 600 francs par mois pour l'essence de ma voiture. Moi, avec un paquet de tabac à rouler, il fallait un mois. Non, 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 vous n'aurez plus envie, c'est fini. Hein. Oh, il faut Vous n'aurez plus s'en envie. méfier, hein, parce qu'il est tournois. Oui, ça veut dire qu'il faut faire un petit effort. Parce que, Maintenant, vous savez, maintenant que vous avez arrêté de fumer, en supposant que vous fumiez une seule cigarette, mais vous aurez des ennuis qui vous feront regretter toute votre vie. Parce que ça sera comme la première cigarette à 15 ans. Vous aurez des vertiges, vous aurez des maux de tête, des nausées, parce que vous êtes purifié. Ah, quand on arrête de fumer, voilà. J'ai pensé à la boulimie. Parce que vous n'êtes pas le seul dans ce cas-là. Les 3 quarts de nos adeptes qui souffrent de boulimie, les 3 quarts. Les 3 quarts. Qui sont gros ou maigres, tous. Je crois que la cause provient d'un manque de satisfaction de ce qu'on mange. Je crois, c'est mon idée à moi. Moi, j'avais un poète là qui est venu jeûner. Il m'a dit, moi j'étais un tout petit mangeur. Maintenant, je suis devenu hygiéniste. Je mange des quantités 4 fois plus fortes. Je suis devenu boulimique, il me dit. Mais pourquoi? Quelle est la cause? Moi, je pense que
notre menu est restreint comme variété et on n'est pas satisfait de ce qu'on mange. Et on a envie de goûter à tout ce qu'on avait goûté avant dans le passé. Il y a une mémoire gustative des choses qui vous avez plu dans le temps. Peut-être aussi que Oui, oui. Le pain et la viande, ça bloque, c'est vrai ça. Parce que nos aliments à nous, ils passent très vite. Et l'estomac est tout de suite libéré. Il est prêt à se remplir de nouveau. Oui, ça aussi. On n'est pas habitué à... nous ne sommes pas habitués à avoir l'estomac léger. je crois que Vous ne pouvez pas dire que vous préférez rester comme avant, manger pain et viande et des saloperies. ouais, mais être en Non, bonne santé. non, vous ne pouvez pas dire ça parce que J'étais en meilleure santé quand vous étiez en meilleure santé avant. évidemment. Évidemment, moi, je pouvais, je nageais tout le temps, mais quand je suis là, moi, je suis vieux, mais je suis vraiment... Alors je vous disais, j'ai reçu une lettre ce matin, un type qui est abonné à ma revue, qui l'a lu, et qui est enchanté de voir, il me dit qu'elle est devenue plus dynamique, mais l'article qui l'a impressionné le plus, c'est celui du docteur Shelton sur la naturopathie à mi-chemin. Vous l'avez lu? C'est la dernière? Oui. À mi-chemin, ça c'est le titre, la naturopathie à mi-chemin. Il me dit parce qu'il y a un tas de revues et d'auteurs qui sèment la confusion dans le public avec toutes leurs modalités naturopathiques. C'est vraiment horrible. Maintenant, à chaque fois, je vais publier un article ou une traduction sur ce sujet-là. Vous voyez, j'ai reçu ce matin le prospectus d'une personne, je ne vais pas citer son nom, qui dirige une maison de jeunes. Une élève de Mérien. Vous voyez ce que ça peut donner. Hein? Alors, le jeune, c'est très bien. Elle fait faire des paliers. Je ne suis pas d'accord, mais c'est pas grave. C'est quoi ça, le palier? C'est quoi les paliers? Quand vous allez là-bas, supposez que vous avez 30 jours devant vous, il vous met pendant 5-6 jours sur des jus de fruits. Puis après, 5-6 jours sur des jus de légumes. Puis après le jeûne. Alors vous perdez 10 jours. Et le jeûne ne dure jamais plus qu'une ou 2 semaines. Et après, il faut encore d'autres paliers pour reprendre. Ça, c'est bien. Mais sur un mois de 6 jours, vous ne pouvez pas jeûner plus de 10 jours. Pour reprendre, ça c'est bien. Pour reprendre, évidemment, mais pas pour commencer. Pour commencer, il aurait pu leur demander de faire ces paliers chez eux avant de venir. Mais il leur fait perdre du temps dans un certain but. C'est pour sa propre sécurité. Il ne veut pas que les gens jeûnent longtemps chez lui. Mais il veut qu'ils viennent quand même longtemps pour encaisser. Une question d'argent, c'est tout. Et il se dit hygiéniste. Elle aussi se dit hygiéniste, cette dame-là. Mais ce ne sont pas des hygiénistes. Parce que, vous voyez, en dehors du jeûne, toutes les modalités naturopathiques qu'ils utilisent. Kinésiologie. Voilà, la définition de la kinésiologie dans ce prospectus, c'est une méthode holistique, oui. Déjà le public ne connaît pas ce mot-là, hein, qui prend en compte les niveaux physiques, psychologiques et énergétiques de l'être humain. On est très bien renseigné, hein, très bien. C'est du blabla, c'est du attrape-nigo. C'est pour attraper les nigauds qui dépensent de l'argent. En interrogeant le corps à l'aide de tests musculaires, elle permet d'approfondir vos capacités d'attention, de concentration, de mémorisation, d'imagination et d'intuition. Ils promettent bon et merveille avec du blabla. Ensuite, il y a la chromatothérapie qu'ils utilisent. Ouais, ça se connaît, ça. Mais ça, c'est une autre connerie naturopathique. Ils font payer de l'argent pour quoi faire? Une bêtise.
j'étais au courant de cela en Inde, quand j'étais en Inde il y a 50 ans. C'est une méthode énergétique, c'est une médecine énergétique. Je ne vois pas en quoi elle est énergétique. Qui consiste à appliquer sur l'endroit malade un rayon lumineux de couleur définie. Rouge, vert, bleu. Vraiment des conneries, des sottises, quelque chose d'incroyable. Pas sérieux. Non, c'est pour occuper le malade et lui faire payer de l'argent. Évidemment, c'est mieux que la médecine. Puis après, il y a la biorespiration. Une sottise. Alors, voilà ce qu'elle dit, celle-là. Cette technique favorise la levée des tensions. Mais il faut qu'elle cherche la cause de la tension. Puis après, il y a la relaxation. Mais la relaxation, moi je suis contre la relaxation. C'est une connerie. La meilleure relaxation, c'est de se coucher au lit et de dormir la nuit, un point, c'est tout. Toutes les méthodes de relaxation que ces gens-là utilisent, c'est artificiel. Puis après, les massages énergétiques et tensionnels, on est contre les massages. La réflexologie plantaire, des conneries. Alors, Shelton, il nous a enseigné que pourquoi toutes ces méthodes naturopathiques ne valent rien? Parce qu'elles ne sont pas indispensables à la vie. On peut vivre en bonne santé sans avoir recours à tout ça. D'ailleurs, eux ne les utilisent que pour les malades. Alors, d'après le principe de Shelton, il n'y a que les facteurs indispensables à la vie et aux gens bien portants qui sont nécessaires aux malades. Et tous les autres ne sont pas indispensables. Ça perturbe la tête aussi. Non, ça ne perturbe pas, ça les occupe, ça les éloigne peut-être un petit peu de la médecine et des médicaments, mais ça Ça ne sème. les met pas dans la vérité, ça ne les met pas l'essentiel. Ça ne le met pas dans l'essentiel. Et ça sème la confusion dans l'esprit. Ça sème la confusion, comme il l'a si bien dit, M. Seguin qui m'a écrit du Midi de la France. Alors, semer la confusion, ça, c'est pas de l'hygiénisme. L'hygiénisme n'utilise que les facteurs d'hygiène indispensables au bien portant et à la vie. C'est tout. Shelton a trouvé une nouvelle formule qui appartient au Dr Trall. Il a dit utiliser uniquement les facteurs d'hygiène qui ont un rapport physiologique normal avec l'être humain. C'est un peu alambiqué, c'est un peu compliqué. Je préfère l'autre formule. Au lieu de dire les facteurs qui ont un rapport physiologique normal avec l'être humain, dire qu'ils sont indispensables à la vie. Ça veut dire, sans eux, on ne peut pas vivre. Par exemple, l'oxygène. Sans oxygène, on ne peut pas vivre. Mais il faut respirer normalement. Pas respirer en forçant les respirations sans qu'il y ait un besoin. L'alimentation est nécessaire. Mais il faut manger selon les besoins. Ni trop, ni trop peu. Les massages, on peut s'en passer pour vivre. Donc, ils ne sont pas nécessaires. La chromothérapie, c'est quoi? C'est pour combattre les symptômes. Là où il y a une douleur, ils mettent une couleur. Mais il ne faut pas combattre les symptômes. Et puis, qu'est-ce qu'elle utilise? Les massages, on a dit que c'est inutile. Qu'est-ce qu'il y a encore? La kinésiologie. Il tape sur les muscles, il voit les réflexes. Mais tout ça, c'est inutile. C'est la perte du temps et ça dévie l'attention des personnes et ça sème la confusion. Et pour une personne qui jeûne, au lieu de rester au calme, on l'occupe à faire des conneries. Alors j'étais complètement déçu de toutes ces méthodes-là et je vais dorénavant les attaquer violemment. Vous achetez, il y a un tas de revues qui sont vendues dans les magasins, et vous ouvrez, vous lisez un tas de trucs du même genre. Ils ne vont pas vous dire arrêtez le pain, le café et la viande. Sinon les gens vont les abandonner. Ils préfèrent vous donner des conseils bidons comme ça. C'est un nouveau commerce. C'est un nouveau commerce. C'est malheureux. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont hygiénistes. Ils sont non hygiénistes, ces couillons-là. Il faut avouer que c'est mieux la médecine. J'ai dit que c'est à mi-chemin. Ouais, C'est à mi-chemin. Seulement, c'est un compromis. Seulement, il y a beaucoup de confusion dans tout ça. Oui. Et les gens, Ouais, ils ne vont rien comprendre. De nouveau, ils ne vont pas
comprend cette solution. Non, ils ne vont pas comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est un remède de nouveau que l'hygiénisme. Ce sont d'autres remèdes. Et puis, ils vont se dire, du moment que ces remèdes ne marchent pas tellement bien, on va retourner aux remèdes classiques de la médecine. Ça va les faire revenir. Il n'y a pas de principes qu'on leur met dans leur tête. Il faut enseigner les principes aux gens. Ah ouais, c'est ça. Si on n'enseigne pas les principes, c'est pas la peine. Il y a 5 principes de base, des trucs comme ça. Les principes de base, c'est tout. Je crois qu'on a compris Et ça. évidemment, les jeunes, ils sont limités à 1 ou 2 semaines, évidemment. Mais Mérien, il a formé beaucoup de... Parce qu'il donne des cours par correspondance. Hein. Et il y en a beaucoup, il y a peut-être une dizaine de personnes que je connais déjà en France et en Italie et en Espagne qui appliquent ces méthodes dans des maisons de jeunes. C'est des bêtises. Il se dit hygiéniste. Il n'est pas hygiéniste pour un sou. Il a écrit un livre il y a 25 ans, une petite brochure excellente, dans laquelle il dit, elle s'appelle Les fondements de l'hygiène vitale, Ouais, Oui. je l'ai- dans laquelle il dit que l'hygiénisme, il n'y a que les facteurs indispensables à la vie, et tout le reste ne vaut rien. Puis après, il a complètement changé. Il a changé pourquoi? J'ai un bouquin sur la nourriture aussi, c'est bien. Sur la nourriture. Sur les aliments. Enfin, il étudie les aliments, pas les céréales. Je n'aime pas son style, j'aime pas les mots alambiqués et compliqués qu'il utilise, c'est une horreur. S'il a utilisé les mots simples de la langue française, ça suffit. Au lieu de dire une demi-cuisson, il dit décrudit. Pourquoi décrudit? C'est pas un mot qui se trouve dans un dictionnaire. Et puis il est extrêmement antipathique, décrudit. Et les gens qui travaillent chez lui au père, vous savez comment il les appelle? Les permanents. Mais une personne au père, c'est pour un mois, quelques semaines, c'est pas toute l'année. Il les appelle les permanents. Tout est de travers comme en médecine. Non, non. Les intérêts. Et puis après, il parle des sources. Il a un titre dans ce livre qui vous avez plu, les sources de l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire les sources? Il y a une source d'eau, il n'y a pas une source d'alimentation. Il est professeur de biologie dans un petit lycée. Qu'est-ce que ça veut dire source de l'alimentation? Mais il n'y a pas de source. L'alimentation, c'est dans les champs, les vergers et les potagers, un point, c'est tout. C'est pas une source, ça. Ce sont des champs. Il cherche à inventer un nouveau vocabulaire qui est très antipathique et qui ne rime à rien du tout. Rien du tout. Il a inventé le mot hygiène vitale. Parce que Shelton avait inventé le mot hygiène naturelle. Alors l'autre a dit, bon, il y a l'hygiène qui est vitale, il y a qui n'est pas vitale. Celle qui n'est pas vitale, ça veut dire se laver, la propreté. Et l'autre est vitale, ben, ça concerne la vitalité. Bon, c'est des détails. Moi, je préfère utiliser le mot hygiénisme. Ni hygiène vitale, ni hygiène naturelle. Hygiénisme, c'est le mot le plus convenable qui soit. Et puis, il y a d'autres méthodes aussi. On leur donne des méthodes Kuzmin, de la doctoresse Kuzmin. Elle leur recommande de faire un lavement toutes les semaines. Mais c'est de la folie, ça lave la flore intestinale, et c'est pas naturel. Et d'autres qui conseillent non pas les lavements, mais les irrigations, ça veut dire des lavements en profondeur de 4-5 litres d'eau. Et parfois ils mettent dans de l'eau un tas de produits. C'est de la folie furieuse, de la folie. Tout ça, ce n'est plus le retour à la nature, le retour à la simplicité. Ce sont des complications qui ne riment à rien du tout. Ouais, le lavement, vraiment, ça doit être un Une salope. Il y a plein qui le font, ces lavements-là. Ça n'a rien de naturel. Rien de naturel. Parce que c'est vraiment pas bon, ça ne doit pas être bon du tout. Surtout laver la flore intestinale. C'est une connerie, c'est une bêtise complète. Parce qu'ils partent de l'idée que ça élimine. Mais le fait d'aller à la selle, ce n'est pas une élimination. C'est une évacuation. L'élimination se passe au niveau des cellules, pas au niveau des intestins. Ce qu'on a rejeté par les intestins n'a jamais fait partie du corps humain. C'est la partie des aliments qui n'a pas été digérée, un point c'est tout. Ce n'est pas une élimination.
Ils n'ont rien compris. La naturopathie, c'est tellement superficiel que c'est très décevant. Moi, quand je suis arrivé, à mes débuts, j'avais peut-être 20 ans. Évidemment, je suis tombé sur des livres naturopathiques. Il y en a plein dans le monde. Hein. Mais comme je voulais chercher et chercher et chercher un peu partout et savoir chaque auteur s'il avait une nouveauté à dire sur l'autre, je suis tombé sur Thomson et sur Shelton. J'ai fini par comprendre que la naturopathie est une connerie. Une grosse connerie. On leur donne des milliers de conseils qui ne leur coûtent pas beaucoup d'efforts, mais dites-leur d'arrêter le café et vous allez voir la difficulté qu'ils auront. C'est pour ça qu'ils préfèrent ne pas le dire. Ils préfèrent ne pas le dire. Alors, vous me demandez si j'aime les choux de Bruxelles. Je les adore, mais je les trouve amers. Je les trouve amers. Et après avoir fait beaucoup d'essais pendant de très longues années, j'ai fini par trouver le moyen de ne pas sentir leur amertume. J'ai essayé de les cuire dans beaucoup d'eau, j'ai essayé toutes sortes de trucs, mais j'ai fini par trouver comment. Parce que je les aime parce qu'ils ont le goût du chou, mais très tendre. Quand je les cuis, je les coupe en deux. Pour qu'ils puissent être cuits à point. Il faut qu'ils soient bien cuits. Hein. Et j'ai trouvé le moyen de ne pas goûter leur amertume. Vous savez comment je fais? Je les mange avec les pommes de terre, dans la bouche, en même temps. Et là, je les trouve agréables. Mais quand je les mange seuls ou avec n'importe quel autre légume, c'est nul. C'est nul. Avec les pommes de terre, ils ne sont pas forts, hein, c'est pas possible. Les mangues, vous adorez les mangues, mais les mangues contiennent de l'huile térébenthine. Et c'est le fruit le plus lourd à digérer. Par rapport aux autres fruits, c'est un des plus lourds. Hein. L'avocat, c'est pas un fruit, c'est une noix. C'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Moi, les mangues, je peux manger une ou deux, mais la troisième ne passe plus. Je trouve le goût horrible à la troisième. C'est fini, mon palais la refuse. Et j'adore les mangues. J'en mange une par jour tout l'hiver. En été, non. J'arrête. Alors, parlons d'autre chose. Je suis en train de traduire un article de Shelton sur l'acupuncture. Vous connaissez le docteur Daley, celui qui a écrit Les mensonges de la médecine. Il a écrit un livre très gros sur l'acupuncture. C'est le même d'ailleurs, Les mensonges de la médecine. Et il a écrit deux autres, qu'on peut arrêter n'importe quelle douleur avec une simple pression du doigt. Il a vendu 2 millions d'exemplaires. Alors moi, ça ne m'a jamais intéressé. J'ai un monsieur qui vient dans 8 jours, dans 9 jours, et il a mon âge, il a du sang dans les selles. Il m'a dit, c'est très impressionnant, parce qu'on voit des selles rouges. Je l'ai tranquillisé, je lui ai dit, ce sont des polypes dans les intestins qui ont crevé, c'est tout. Et que s'il faisait un jeûne complet, ça va se cicatriser, et puis c'est fini, hein, c'est pas compliqué. Alors, il va venir jeûner. Mais si on va à l'hôpital et chez le médecin, ils voudront couper 2-3 mètres des intestins, et ils vont opérer, ils sont complètement fous, des apprentis sorciers. Et puis s'il lui arrive un accident ou quoi que ce soit, ils diront que c'est la maladie. C'est pas eux. Oui. Et malheureusement, le public, il a confiance, enfin, de moins en moins. Mais c'est là que nous devons travailler. Il faut saper la confiance du public envers la médecine. Il faut la saper. En Amérique, déjà, ils sont bien avancés. Il y a toujours des procès contre les médecins.
ils n'ont pas de résultat, on leur fait un procès. En France encore, en Europe c'est très en retard. Très en retard. Mais là-bas, parce que là-bas il y a une tradition antimédicale qui est très ancienne, et très forte. En Europe, ils sont timides, ils ont peur. Mais cette demoiselle-là qui devait venir jeûner, j'ai reçu une lettre d'elle. Elle me dit, je ne peux plus jeûner, j'ai eu une très forte pneumonie qui m'a secoué et ça sera pour une autre fois. Je lui ai écrit une lettre violente où je l'ai engueulée. Pas parce qu'elle n'est pas venue, non. Parce que moi j'ai lu entre les lignes. Je lui ai dit, vous avez eu une pneumonie et vous avez certainement accepté le traitement médical. Mais vous venez jeûner pourquoi alors? Le jeûne, ce n'est pas une fantaisie ni un exploit. Le jeûne, c'est pour guérir les maladies. C'est à ce moment-là qu'il fallait venir chez moi, quand vous avez eu la pneumonie. Pas téléphoner au médecin et aller à l'hôpital. Je suppose qu'elle a dû se soigner à la manière médicale. N'est-ce pas? Je l'ai engueulée à cause de ça. Et elle m'a dit qu'elle a mis 18 jours de 40 de fièvre. Je lui ai dit par le jeûne, au bout de 3-4 jours, la fièvre descend et vous entrez en convalescence au bout de 4-5 jours de pneumonie. Il n'y a aucune complication. Je lui ai dit, maintenant vous en avez pour 5 mois pour remonter la pente à cause des antibiotiques qu'on vous a donnés. Si on lui a donné des antibiotiques pour 3 semaines, il faut bien 5 mois pour remonter la pente. Et ils ont dû détruire la flore intestinale. Elle me dit qu'elle ne tient plus debout. Elle a 30 ans. Voilà l'une des personnes qui s'est désistée. Alors elle est venue jeûner parce qu'on lui a recommandé de faire une cure de jeûne. Mais le jeûne, ce n'est pas une fantaisie. Le jeûne, c'est pas pour dire qu'on a jeûné. Mais non, c'est pour la santé. Alors je lui dis, le jeûne, c'est pour guérir les maladies, c'est pour améliorer sa santé. Elle va mettre du temps pour digérer ma lettre. Votre bouche est un peu amère, et bien ça commence très bien. Et je rappelle que vous avez une tumeur au sein, et elle est venue brusquement, en 1-2 semaines, mais si elle est venue rapidement, c'est qu'elle partira très rapidement aussi. Hein. Et puis, vous m'avez dit, vous prenez des médicaments contre la tension. C'est inutile, vous les jetez à la poubelle, ça ne sert à rien. C'est artificiel. Votre tension va baisser par la force des choses. Parce que la tension, elle est forte à cause de ce qu'on mange. À cause du pain, de la viande, des stimulants, des aliments concentrés, du vin, de l'alcool. Si on ne mange pas tout ça, mais elle tombe toute seule. On ne peut pas la faire tomber d'une façon artificielle. Les médicaments, c'est artificiel. Et les oligo-éléments, nous en avons besoin, c'est vrai, mais il y en a dans tous les fruits et dans tous les légumes. Alors là, ils sont naturels. Mais si on cherche à les fabriquer dans une usine, ce sont des produits chimiques. Il ne faut pas avoir confiance, les produits chimiques ne peuvent pas imiter la nature. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce qu'on n'a jamais pu fabriquer un œuf dans une usine? On ne peut pas. Parce qu'un œuf, il y a la vie dedans. Il doit faire un poussin. Les vitamines, on ne peut pas les fabriquer. Ce qu'on fabrique, c'est des imitations. Alors, pour acheter un truc en or, vous n'avez pas acheté l'imitation. Hein? L'imitation ne vaut rien du tout. Non. Comme on met les faux œufs pour colorer la pâtisserie, là. Oui, il n'a pas de Parce peinture que c'est dessus. interdit, hein. On met la Aller peinture voir dessus. Oui. Pas des expositions, mais les salons d'alimentation pour pâtissiers. Oui. Il n'y a que les pâtissiers qui peuvent aller, hein, tellement Oui. qu'on vend de la saloperie hein, Oui. pour mettre dans la pâtisserie. Oui. Tout ce qui est artificiel, ça ne vaut rien. Il faut se méfier. Alors ça va se résorber
Ça va être digéré. digéré. Pourquoi? Par le Parce jeûne. que maintenant, son corps a besoin de nourriture pour vivre. Et comme elle ne mange pas, le corps va prendre de ça, Les réserves. à la place, les réserves. C'est tout. Mais si vous mangez, ça ne va pas se résorber. Ah oui. Ça, non. Si vous mangez, le corps préfère votre nourriture. Je pense. Hein. Parce que la nourriture, c'est mieux que... Ça, c'est une saloperie. Alors, quand il a à choisir, il choisit la nourriture. Mais s'il n'a pas de quoi se nourrir, il va prendre ça. Et pourquoi vous avez la bouche amère? Oui. Parce que la tumeur, c'est des saletés. Et c'est ça qu'il digère. Et ça remonte dans le sang et vous sentez le goût. Et quand votre bouche ne sera plus amère, la moitié déjà sera partie. Elle va peut-être être colorée, monsieur. Macérer la bouche, la langue. Oui, probablement, mais ça c'est après. Après. Parce qu'on aura fini avec le jeûne. Ah oui. Elle va se colorer après. Dans le demi-jeûne. Oui, dans le demi-jeûne, oui. Ah oui. Maintenant, tu vas avoir des symptômes qu'il ne faut pas avoir peur. Oh, je suis là. Je Oui. suis là. Parfois, je vais je m'absente 1 heure pour faire une course, accompagner oui, oui, quelqu'un, oui. puis je reviens. Oui. Mais elle aura quelques symptômes. Vous n'êtes pas sûr. Je ne Non. crois pas. Non. Je ne crois pas parce qu'elle a du poids à perdre. Elle aura les symptômes peut-être pas maintenant, dans 3 semaines. Ah oui. Dans 3 semaines, quand elle aura perdu au moins 15 kilos, 10-15 kilos. Parce qu'elle a beaucoup de poids à perdre. Hein. Oui. Et ça, c'est un bon signe d'ailleurs. Ah bon? Oui, oui, c'est un bon signe. Oui. Ah. Parce que si des gens viennent, j'ai accompagné ce matin le jeune homme, Le maigre, là. le maigre là, oui. Vous savez qu'il a des problèmes terribles, terribles. Ça se voit, hein. Et quand il est venu chez moi, il ne pouvait pas me donner une idée claire De ce qu'il avait. de ce qu'il avait. Ah oui. Et quand je le questionnais, il ne répond pas.